Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préambule. Problématique et signification des concepts. Chapitre 1er. Les concepts de Hiwar, Muhawara et Ta'avour. Avant d'aborder le sujet choisi, nous sommes obligés de poser quelques éléments de base qui fondent le schéma structurel de cette vision, à savoir préciser les termes et organiser les concepts. Le titre de l'étude que nous sommes en train de mener est formé de deux termes, le dialogue et la civilisation. Quand nous les associons, nous nous trouvons devant une notion composée, portant une toute autre charge significative d'où découle un nouveau concept lié aux différentes dimensions de cette signification. Au début, nous procéderons à la lecture de ces termes, simples et complexes, d'un point de vue linguistique pour délimiter leurs significations sémantiques respectives. Ensuite, nous ferons une lecture qui sondera l'évolution que ces termes ont connue dans leur passage de la signification linguistique pure à celle acquise selon l'orientation et les contextes d'utilisation. Le premier mot du titre est le concept, Hiwar, dialogue. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot et quelles sont les structures qui en dérivent? Quelles sont ses spécificités générales et particulières? Dans sa structure de base en langue arabe, le terme Hiwar possède un radical composé de trois lettres, H, W, R égale awara, d'où découle le verbe ara, dont le sens premier est retourner, sens qui peut devenir ruiner. Découlent de ce radical les mots awar, Hiwar, muhawara, awir. Le mot al-maoura est composé sur le modèle de al-mashura, demander conseil et veut dire la réponse. Quand le verbe se transforme et passe de la forme trilitère à la forme quadrilitère par l'addition à son début de l'attaque glottale, le sens change aussi parce que tout ajout dans le radical entraîne un effet sur le sens. Ainsi, le sens de ahara est faire retourner ou retourner quelque chose en tant que verbe transitif, et la structure ahara alayi jawabahu, il lui a retourné sa réponse, dans le sens de il la lui a rendue. Le substantif est al-muhawara, qui avec al-awir et al-hiwar, veulent dire le dialogue et l'interaction. En prenant le sens de la participation avec l'ajout en son milieu du a long, al-alif, d'où awara, le sens du verbe change pour correspondre à un dialogue entre deux personnes ou plus. Quand on ajoute les lettres dites supplémentaires, alif, st au radical trilitère, on obtient istahara, où le sens acquiert une troisième signification, interroger, au sens policier du terme. Quand nous disons qu'un groupe de gens yata'awaru, cela veut dire se retourner la parole, comme l'indique l'auteur de Lisan al-Zarab. Donc, al-muhawara est le fait de retourner la parole selon Ibn Manjur. Ce terme rejoint al-miwara, et nous savons que al-maoura ressemble à al-mashura, c'est-à-dire la réponse selon l'auteur du dictionnaire. Nous trouvons également at-ta'avour, qui veut dire l'interaction. La presque totalité des dictionnaires arabes s'accordent sur ces significations, dans leur traitement de cette entrée relative au dialogue. Nous savons que l'évolution de la langue obéit à des facteurs temporels, spatiaux et humains. Ainsi, les significations changent et les concepts évoluent proportionnellement aux significations que les sociétés conviennent d'attribuer à un mot, et aux effets de sens qui résultent de l'usage qu'on en fait. En ce qui concerne notre contexte actuel et notre propos, nous allons nous attarder sur les termes de Hiwar, Ta'avour et Muhawara, parce qu'ils constituent les clés qui permettent d'accéder à l'univers du sujet dont il est ici question. Le dialogue, al-Hiwar, dans notre contexte actuel connaît un sens général qui englobe tout échange commun du discours à propos d'un sujet quelconque, indépendamment de la spécificité de son contenu, qu'il s'agisse d'un dialogue politique, économique, religieux ou autre. Cependant, le sujet et le contenu du dialogue se précisent en fonction des circonstanciels ou qualifications qui peuvent s'y additionner comme la politique, la sociologie, la religion, l'économie. De là, dans sa forme abstraite, le concept décrit un phénomène de parole. De même, son objectif se précise quand il s'attache à un sujet donné. Par contre, at-ta'avour possède une charge sémantique plus précise parce qu'il renvoie à la présence et à l'exercice de l'acte d'interaction, de parole et de retournement du discours, du moment qu'il provient de ta'awara. Il n'y a aucune considération du nombre de participants à cet échange qui peut se limiter à deux interlocuteurs ou connaître plusieurs. De même, ce concept n'exige pas qu'on fixe au préalable le sujet de conversation,
car on peut parler de tout ce qui peut intéresser cette rencontre. Au niveau de la signification linguistique, al-muhawara s'apparente à at-ta'avour. Au niveau du sens de hiwar, ta'avour et muhawara, interviennent d'autres concepts qui portent presque la même signification comme al-mufawada, la négociation, al-muwadata, la concertation, la conversation, an-nikash, la discussion, al-jadal, la controverse, la polémique et al-hijaj, l'argumentation. Dans leur acception actuelle, tous ces termes rejoignent le sens de hiwar, muhawara et ta'avour, mais s'écartent de ce sens en fonction du contexte de discours et de l'utilisation qui en est faite. Al-mufawada, la négociation, est un dialogue précis au terme duquel on s'attend à ce que les deux parties négociatrices s'accordent. Al-muwadata est comme la négociation mais s'en démarque par une nuance amicale intrinsèque. Al-muwaya est un dialogue dont la nature oscille entre le dialogue verbal tonitruant et violent et le dialogue comme échange où l'on recourt à des instruments de violence, aux armes et à des projets portant atteinte aux affaires et intérêts communs. An-nikash est un dialogue à caractère persuasif ou dissuasif où l'on procède souvent verbalement. Al-hijaj et al-jadal, avec leurs dérivés, constituent une forme de dialogue où les arguments sont mis à contribution en vue d'une argumentation ou persuasion rationnelle. À partir de ces considérations, nous avons cherché la meilleure façon de traiter notre sujet sur le dialogue en question, préciser qu'il est par une thématique, impliquant différents interlocuteurs et se distinguant par une ouverture d'horizon, par l'attachement du sujet à s'exprimer et par le droit de l'autre à formuler son point de vue, afin de réaliser l'objectif suprême qui est la quête d'une parole commune. Toutefois, la notion de at-ta'avour peut renvoyer à une signification qui déborde notre propos et restreigne ainsi le nombre des interlocuteurs à 2 membres, alors que la signification du dialogue auquel nous faisons référence transcende la délimitation quantitative binaire. De même, sa signification résorbe tout facteur de préjudice dans l'interlocution, quelle que soit la manière dont cet échange s'est réalisé. C'est un dialogue qui se veut un modèle de communication, comme l'a formulé un des chercheurs, avec toutes les dimensions qu'embrasse le terme communication. Le domaine très large du concept de dialogue, hiwar, nous astreint à adopter une attitude où le dialogue sera un comportement civilisé-civilisationnel, regroupant toutes les formes d'interaction entre civilisations, que la nature de ces dernières soit positive ou négative, dans le but d'amener chacune d'elles à faire de soi le point de départ d'une fondation civilisationnelle humaine d'avenir, profitant de ses avantages personnels et des avantages des autres, dépassant ses inconvénients et ceux des autres. Ainsi, al-hiwariya, le dialogisme et l'acte de dialogue deviennent un but civilisationnel humain qui évacue toutes les formes de conflit, de représailles et d'hostilité qui concourent d'une manière ou d'une autre à entamer l'image de l'avenir de l'humanité. Le Saint-Coran a utilisé à 3 reprises le mot al-hiwar, 6 pour attirer l'attention sur ce qu'on exige du terme, et ce qui découle de son usage. De même, le mot al-jadal et ses dérivés y ont été utilisés 29 fois dans le cadre qui leur convient spécifiquement, le mot al-hijaj et ses dérivés 114 fois dans les contextes exigés nécessairement. Cette conception ne peut s'expliquer que par les positions dévoilées par les versets au moment où l'islam était obligé d'adopter le style de la dialectique et de l'argumentation, avec ce que les 2 concepts présupposent, à la place du dialogue et ce qu'ils signifient, c'est-à-dire au moment où le degré de dialogue passe de l'entente et de l'estime à la confrontation, à la rivalité et à l'argumentation par le recours à la raison et à la logique. Al-hiwar, at-ta'avour et al-muhawara, avec les autres dérivés du concept, sont à même d'ériger un monde d'entente, d'amitié, de rapprochement, de communication et d'échange d'intérêts afin de dépasser certains des inconvénients des autres niveaux du dialogue indiqués auparavant et de contourner les inconvénients relatifs aux autres aspects de l'autre dialogue, si on peut réellement le qualifier de dialogue, fondé sur les complots, les scissions, l'agression, la diffamation, la moquerie, l'avilissement, l'abaissement, hostilité, la haine raciale, la haine historique et toutes sortes de comportements déviants émanant d'esprits malsains. Le point de départ de ce dialogue aux spécificités positives susmentionnées, et dont nous cherchons la voie d'accès et prédisons les retombées bénéfiques, est caractéristique en ce sens qu'il émane de la réalité actuelle de notre civilisation, avec ce qu'elle connaît comme contradiction et porte comme legs civilisationnel à la fois lumineux et ténébreux,
semblable d'ailleurs à celui de toute civilisation humaine quel que soit son degré de progrès. Vise l'expansion des valeurs de cohabitation, de tolérance, d'entraide, de rapprochement, de communication et de compréhension, avec tous les concepts qui tirent profit des avantages de ce dialogue. Tend à surmonter l'hostilité, la rupture, la disqualification et la discrimination sous toutes ses formes, afin de construire un monde d'idéaux humains susceptible de contrecarrer la matérialité du monstre de la mondialisation qui ne se soucie guère des infortunés, ne prête nul intérêt aux minorités et se préoccupe exclusivement du profit matériel et de l'intérêt immédiat. Chapitre 2. Les concepts de civilisation, culture et civisme. Le deuxième concept que nous investissons dans notre sujet est celui de civilisation. Que veut dire ce mot dans sa structure et ses dérivés linguistiques? En quoi consiste l'impact qu'ont ces usages sur l'évolution de sa signification et le changement de ses référents? Après avoir consulté les plus célèbres dictionnaires arabes, nous avons pu recueillir les significations suivantes du mot « hadara » et de ses dérivés. Al-hadara, ou al-idh à accent circonflexe ra, veut dire résider en milieu citadin. On retrouve ce sens dans le vers de Al-Qutami. Si nous nous laissons subjuguer par la vie citadine, que restera-t-il des gens de campagne que nous sommes? Le verbe qui en découle est hadara, être présent, son antonyme est gaba, il a pour sens venir. Al-lash à accent circonflexe deiratu, et al-adiru signifie le grand quartier et l'ensemble des gens. Al-lash à accent circonflexe deiru veut dire ce qui se pose sur l'eau quelle que soit la manière de ce contact, il est différent de ce qui passe. Il renvoie à toute chose ou toute personne résidant quelque part. Al-lash à accent circonflexe deiru et al-udur signifie tout ce qui ne voyage pas. Al-adaru, al-adiratu et al-lash à accent circonflexe deiratu réfèrent à tout ce qui n'est pas la campagne comme les villes, les villages et les hameaux. Le choix de ces noms vient du fait que les habitants de ces lieux étaient présents dans les villes. Al-adiru est celui qui habite un espace sédentaire. Al-adaru est l'opposé du monde bédouin. Al-muadaratu renvoie au réquisitoire chez le juge et à la plaidoirie où il s'agit de vaincre par l'argument et la preuve. De toutes ces significations, il appert que le sens général du verbe pose l'existence et l'apparition au regard ou au sens de la perception. De même, les dérivés du verbe nominalisé expriment un ensemble de significations liées au fait d'habiter, la résidence, en milieu citadin et dans les habitations des cités qui sont à l'opposé des campagnes, et à proximité des résidences qui assurent la stabilité comme l'eau, et en société et en communauté. Ces significations ont donné au mot civilisation son sens général qui exprime l'intersection de toutes ces acceptions. Mais la civilisation chez les historiens passe outre ces significations, parce qu'elle renvoie à l'état de sédentarité qui est une caractéristique des habitants des villes par opposition au nomadisme qui détermine l'homme rural, c'est-à-dire celui qui vit à l'écart des hommes. Elle signifie également l'état de bien-être, et c'est ce qui explique que son sens soit relié à l'idée de la réunion des gens. Le fait est que par le truchement de cette réunion se concrétise l'idée du bien-être et de la sociabilité, de la cohabitation, de l'entraide et de la coexistence. Les spécialistes, en analysant ce concept, ne s'attardent pas sur cette dimension sémantique, la considérant comme un axiome indiscutable à partir duquel ils construisent un ensemble de visions qui reflètent l'évolution de la conception que l'homme s'est faite de la socialisation et de son importance tant au niveau sécuritaire que pécuniaire. Laquelle socialisation peut participer au développement de la notion de cohabitation, de coexistence et de sociabilité. La première de ces visions est la conscience toute naturelle de la familiarisation avec l'autre, surtout l'autre sexe avec qui s'accomplit la survie de l'espèce. C'est un sentiment instinctif commun à l'homme et à l'animal qui conduit à l'émergence de la particule élémentaire de la société qu'est la famille, qui œuvre ensuite à la faire évoluer pour qu'elle adopte un mode de vie dont les appellations diffèrent en fonction du type de socialisation, de la nature des individus qui forment ce noyau social, de leurs circonstances et de leur forme de regroupement. La deuxième vision consiste dans la conscience de faire évoluer le mode de vie collectif et de sortir du rôle banal bâti sur la quête des moyens de vie primaires vers un niveau plus complexe, avec ce que ce progrès exige de la vie sociale,
organisation des moyens de vie, d'habitation, des biens et d'entraide. La troisième renvoie à la conscience de l'importance de travailler à améliorer les conditions de vie dans les divers aspects de la vie, qu'il s'agisse de nourriture, d'habillement, d'habitation, d'éducation, ou tout ce par quoi se réalise l'aspiration de l'individu et de la collectivité à changer et à progresser vers un mode de vie meilleur. Ce sont ces conceptions qui fournissent les conditions minimales pour que le niveau de vie évolue et donne parallèlement lieu à un acte de civilisation. Pour cela, Ibn Khaldun pense que la civilisation est ce qui s'ajoute au nécessaire en ce qui concerne les conditions de vie humaine et d'habitat, sans tenir compte de la nature de cette augmentation, et sans tenir compte non plus de la catégorie concernée, qu'elle soit un individu, un groupe ou les deux à la fois. Tout ce qui sort du nécessaire dans l'acquisition des moyens de vie est considéré par lui, Ibn Khaldun, civilisation, et tout ce qui dépasse le nécessaire dans les moyens d'habitation, en dehors de l'indispensable, est appelé par lui civilisation. C'est pour cela qu'il la considère par ailleurs comme toute manifestation des formes du progrès excessif en matière de raffinement, surtout dans les habitations et les variétés des modes de vie. Il dit : la civilisation est le but de la construction architecturale, c'est-à-dire que la civilisation est la visée que la construction cherche à atteindre, puisque justement chez Ibn Khaldun construire est le synonyme de l'acte de civilisation, at-tahadhdhur, et l'antonyme de la ruralisation. C'est dans la quête du changement et de l'évolution vers le meilleur que s'opère l'acte de civilisation, tel que le traduit la définition de la notion de civilisation, à l'époque moderne. Ainsi, elle représente des fois le progrès spirituel et matériel des individus et des masses à titre égal, et d'autres fois elle est la somme de tous les progrès réalisés par la masse et l'individu, dans tous les domaines et à tout point de vue, puisque ce progrès contribue au perfectionnement spirituel des individus, lequel perfectionnement est le progrès même. Nous pouvons dégager quelques ferments de la civilisation dans les points suivants. À diminuer les charges imposées aux individus et aux masses émergentes dans leur lutte quotidienne individuelle, en considérant les conditions d'aide et d'intérêt mutuel que présuppose leur cohabitation. C'est ce à quoi renvoie Ibn Khaldun dans sa formule célèbre selon laquelle l'homme est un être social par nature, et de ce fait il a besoin d'autrui dans sa vie et vice-versa. B. Procurer les conditions qui permettraient à tout le monde de vivre et d'atteindre, dans la mesure du possible, un perfectionnement spirituel, moral et matériel. Mais les domaines de ce progrès sont divers et multiples, allant de ce qui se rapporte au seul individu et ce qu'il réalise comme progrès pour soi, à ce qui est collectif et qu'un groupe réalise en étant cohérent et harmonieux ainsi qu'en ayant des liens avec d'autres groupes. Il paraît que l'établissement détaillé des caractéristiques de ce progrès est ce qui a entraîné la divergence des points de vue à admettre que l'acte de civilisation est une caractéristique intimement liée à la souveraineté de la raison sur les forces de la nature, ou bien que c'est une caractéristique intimement liée à la souveraineté de la raison sur les instincts humains. Cela a entraîné également l'apparition de concepts liés à celui de civilisation, proches dans la plupart des cas au point d'en devenir des synonymes. Nous entendons par là les termes de citadinité, al-Madaniya, et de culture. Al-Madaniya, la citadinité, est un état de civilisation qui désigne linguistiquement l'appartenance à la ville, à ses habitants ou l'adoption d'un mode de vie similaire à celui de ses habitants. Il y a une relation entre le fait de résider en ville et le fait de vouloir se civiliser, c'est-à-dire habiter les milieux citadins et vivre au milieu des gens qui s'y trouvent. Concrètement, la citadinité désigne toutes les conditions du progrès matériel des individus et des collectivités. À ces conditions existent des exigences qui se réalisent dans les moyens de vie et dans le style de coexistence. Parmi ces exigences, il y a tout ce qui contribue à faire évoluer la mentalité de l'individu pour devenir apte à assumer les conditions d'adaptation matérielle et collective. Quoique les philosophes de la civilisation refusent de considérer l'idée du progrès matériel de l'individu et du groupe comme un indice essentiel de civilisation, et exigent de l'associer obligatoirement à la pensée, il n'en demeure pas moins qu'ils ne nient pas que c'est un acte de civilisation. Ils distinguent cependant entre cet état de civilisation et celui de citadinité, at-tamadin, qui peut renvoyer à un simulacre de progrès matériel seulement.
La culture est en revanche un état immatériel qui résulte de tout ce que l'état de civilisation a produit comme expérience, valeurs et connaissances traitées dans un moule intellectuel et organisationnel qui vise à faire évoluer la façon de concevoir la vie et les moyens de profiter de ses potentialités matérielles et spirituelles. Pour cela, d'aucuns considèrent la culture comme le véritable synonyme de la civilisation, parce qu'il ne peut exister de civilisation sans pensée, sans science et sans ce que celle-ci génère comme conception et attitude. D'autres définissent la civilisation comme la synthèse de la citadinité et de la culture, et voient que l'essence de ATAHADHDHUR réside surtout dans ce qui se manifeste chez l'individu et le groupe de A forme de la citadinité, Tamadin, avec ce qu'elle implique de caractéristiques comme l'amélioration des modes de vie et la tendance à chercher le luxe après s'être assuré le nécessaire. B. Caractéristiques immatérielles qui suggèrent le raffinement de son goût et de sa raison. Cependant, si nous examinons les concepts de dialogue et de civilisation, dans leur assemblage complexe, nous dépasserons ces dimensions sémantiques pour nous retrouver devant un concept ancien moderne se rapportant à des dimensions contextuelles d'inégale importance. Le dialogue des civilisations ne désigne dans son ancienne acception que l'ensemble des diverses relations, antagonistes ou interactionnelles selon le cas, qui ont sous-tendu les rapports entre les civilisations anciennes. Nous pouvons même dire que l'ambiance générale du dialogue était dominée par le souci du profit, et de tout ce qui pouvait profiter à la nation ou la civilisation grâce à l'ouverture sous ses différentes formes. C'est pour cette raison que se sont instaurés entre les peuples les liens de solidarité, de même qu'existaient entre eux des ruptures et des hostilités débouchant souvent de part et d'autre sur la préconisation de la violence. Dans son acception moderne, le dialogue des civilisations se fonde en principe sur un ensemble de données qui le déterminent, dont les principales sont a. L'a priori historique présent constamment dans la conscience de tout interlocuteur. B. Les conjonctures qui président au dialogue actuel avec ce qu'elles sous-entendent comme prééminence et infériorité, richesse et pauvreté, comme progrès scientifique, technologique et sous-développement, et ce qu'elles supposent comme manœuvres d'exploitation et opposition à ces manœuvres, pour ne citer que ces quelques conjonctures. C'est la mutation civilisationnelle qui caractérise les sociétés développées, avec son cortège de matérialisme et d'engouement pour la technologie. Cette mutation reste foncièrement à l'antipode, sinon de notre vécu, en tout cas de ce que nous sommes convoqués à intégrer comme modernisme, contemporanéité et mondialisme. Première partie. Le dialogue et la responsabilité civilisationnelle. Le dialogue des civilisations est un thème important dont l'étude permet de mettre en évidence les fondements du développement et les soubassements intellectuels, ainsi que la réalisation de tout ce qui consolide la communication. Ces aspects jouent un rôle actif dans le discours culturel, parce qu'ils constituent le noyau de la question de la citadinité et représentent autant de moyens pour imposer un comportement civilisé et culturel qui traduit chez l'homme l'envie d'être et l'aspiration au lendemain. Entre l'existence et l'avenir s'imbrique la conscience de soi, et la représentation de l'autre à la lumière des relations dialectiques qui puisent dans l'histoire les espoirs d'ouverture et dans la réalité les aspirations au développement. La problématique de la diversité fait de l'étude de ce discours un des impératifs qui nous amène à réfléchir sur nos responsabilités civilisationnelles. Parce que le dialogue, avec ses orientations et ses questions à la fois générales et particulières, impose la spéculation et l'interrogation à propos de tout ce qui concerne les modes de vie et de communication, à un moment où se multiplient les modèles qui représentent des intervalles incommensurables entre les moyens d'entente et de divergence. Se multiplient aussi les problèmes et les handicaps entre les possibilités de développement et l'inaccessibilité de ces moyens. Tout cela fait du dialogue une responsabilité civilisationnelle que nous nous représentons dans notre réalité arabe, d'abord à cause de l'inévitabilité de ce dialogue, puis de la nécessité d'une participation arabe dans la construction civilisationnelle, et enfin de la nécessité d'analyser certains des aspects de ce dialogue des civilisations. Section 1. L'inévitabilité du dialogue civilisationnel. Le dialogue est considéré comme un élément nécessaire à toute réflexion sur la civilisation, avec ses racines dans l'histoire et ses portées dans l'avenir.
L'examen du passé ou la réalisation des aspirations ne peuvent se faire sans une perception consciente d'un réel qui se donne avec ses contradictions dans la pensée et le comportement, perception qui subit les questions de l'enfermement et de l'ouverture, en vue de chercher un mode dont la solidité provient d'une pensée et d'un comportement qui vise le développement efficient dans le cadre de la conscience civilisationnelle. Si le dialogue est inhérent à cette conscience, en ce sens qu'il instaure la communication entre soi et l'autre, spéculer sur le réel, avec ce que doit faire ce dernier comme effort pour sortir des pièges et dangers qui guettent nations et peuples, est le moyen pour élaborer un projet civilisationnel novateur où le dialogue permet d'être conscient de soi, de comprendre l'autre, selon des normes qui font du dialogue un devoir civilisationnel et une responsabilité morale. Le caractère inévitable que cela revêt appelle à la nécessité d'imposer un modèle de réflexion qui se fonde sur le rationalisme comme mode de pensée, la justice comme domaine de progrès et l'humanité comme base de la citadinité. Chapitre 1er. Potentialité civilisationnelle et moyens de leur mise en œuvre. Premièrement, les potentialités. Nous ne pouvons délimiter les handicaps qui ralentissent notre marche civilisationnelle qu'à partir de l'analyse d'un ensemble de potentialités qui constituent la vision objective pour appréhender la réalité. Parmi ces potentialités, A. Les potentialités historiques. En fonction du sentiment de sa responsabilité civilisationnelle, et en fonction de son fond humain dont la validité a été prouvée par un ensemble de législations et de lois ayant accompagné son parcours civilisationnel et réformiste, le monde panarabe, concerné ici par le dialogue, possède des aptitudes historiques propres qui l'habilitent à être un interlocuteur accompli. En effet, il possède un ensemble non négligeable de mérites qui l'habilitent à inaugurer un dialogue efficient, fécond et pouvant constituer un apport civilisé, distingué, pour le progrès de l'humanité, et marquer l'époque de l'empreinte arabe, qui complète ce qui manque à la conjoncture civilisationnelle, actuellement au devant de la scène. Les différentes caractéristiques qui distinguent, à tous les niveaux, l'histoire de la civilisation arabe, tant en matière de richesse que de diversité civilisationnelle, se résume surtout dans le fait que l'histoire de cette civilisation a constitué une jonction exemplaire entre les cultures et les civilisations humaines, précédentes et celles qui vont suivre, durant les étapes de son expansion étendue sur des siècles. Le fait qu'elle a rendu à la civilisation humaine un service inestimable en la faisant passer d'une civilisation de violence, d'esclavage et d'asservissement à une civilisation de dialogue, de fraternité, où les éléments qui servent l'humanité se complètent, en quantité, en qualité et quelle que soit la race, interagissent pour un présent fructueux et un avenir meilleur. Le fait qu'elle a été le point de départ de la civilisation moderne, de par tout ce qu'elle lui a légué d'outils scientifiques, de pensée logique affranchie de la fable et de la mythologie religieuse imaginaire qui dominait son ère géographique. Le monde panara porte encore en lui des gènes de ce passé dont il ne cesse de se remémorer et dans son vécu et dans l'ensemble des conjonctures actuelles, au point qu'il ne peut s'en détacher. Parce que d'un côté elles entrent dans sa constitution, et que de l'autre, elles constituent une partie intégrante de son existence. Il s'agit de gènes civilisationnels encore aptes à générer des actes de même nature qui combleraient les nombreuses failles dont souffre la civilisation d'aujourd'hui. De ce fait, la civilisation arabe était et restera toujours un élément indispensable à l'architecture de la civilisation contemporaine et future, eu égard à ce qu'elle emmagasine en elle-même comme pensée et comportement sain et civilisateur dont la validité a été prouvée tout au long du cheminement historique et humain à travers les époques et les âges. B. Les potentialités matérielles. C'est ce que nous pouvons exprimer autrement par les compétences économiques et commerciales, contribuant à structurer ce dialogue et à le marquer du sceau de la modernité. Étant donné que le climat qui domine la civilisation actuelle est celui de la matière avec toutes ses manifestations, un certain nombre de conditions matérielles s'imposent à qui veut adhérer au club de cette civilisation, qu'il s'agisse de celui qui adresse ou auquel s'adresse ce dialogue. Parmi ces conditions, il y a les ressources naturelles, les capacités économiques et industrielles efficientes, le potentiel humain incarné dans la compétence humaine individuelle et variée. Ce sont ces éléments
qui peuvent assurer les conditions de la préparation psychologique positive relative au côté matériel de tout éventuel dialogue équilibré. En ce qui concerne les ressources naturelles, il est évident que le monde panarabe est la plus grande communauté humaine habitant l'espace géographique le plus étendu. Comme par ses richesses naturelles et humaines, cet espace géographique se distingue aussi par ses reliefs, terres fertiles, Sahara étendu, forêts denses, montagnes élevées, grandes rivières, trésors des divers minéraux, dont le pétrole est actuellement le plus important. Cette région forme en outre un bloc humain constituant le 5e des habitants du globe. Bien qu'à la qualité du potentiel humain panarabe ne correspond pas de rentabilité notoire au niveau économique, étant donné que les moyens de développement dans la presque totalité du monde panarabe sont très limités, bien que la majorité de ces pays ne forment pas, seuls ou réunis, un pôle économique mondial, en matière de rentabilité économique au niveau de la production industrielle ou de la consommation, cette situation ne représente selon nous qu'une période de transition. En effet, la volonté de changer chez les peuples du monde panarabe, leur ambition d'améliorer leurs conditions de vie et la quête d'une intégration dans un climat de développement mondialisé, avec ce qu'elle impose de concessions et de sacrifices, sont pour ce monde la garantie du changement attendu dans les quelques décennies qui viennent, en dépit des divers obstacles qui lui barrent la route. Le taux d'analphabétisme commence d'ores et déjà à diminuer dans la plupart des pays. De même, le nombre des cadres supérieurs dirigeants tend à augmenter. Le taux de conscience des valeurs de la rentabilité civilisationnelle va grandissant. Le taux de l'émancipation intellectuelle, politique et démocratique est en train de s'élaborer progressivement. Tout cela amènera ce monde à former un pôle dans la carte civilisationnelle de demain. Mieux encore, cela le portera à s'embarquer dans le navire du défi économique, puis du défi civilisationnel conjoncturel à venir. Nous entendons ici par conjoncturel la nature du défi civilisationnel qui consiste à adopter les conditions d'entente dans les situations de divergence. C'est la prédisposition au dialogue. Il est certain que ce que nous venons de présenter comme discours sur le fond historique, et ce que nous avons expliqué à propos du changement, dicté par les conjonctures naturelles, économiques, sociologiques et humaines actuelles, est susceptible de susciter dans le moi panarabe le sentiment d'être en droit d'activer une interaction verbale où il luttera des apostrophes à bord contre le repliement forcé auquel a été condamné le monde panarabe, tantôt qualifié de sous-développé, tantôt décrit comme en voie de développement chaque fois que la question portant sur ces différentes conditions économiques met l'État en cause. Ensuite, ce moi devra convaincre l'autre des bénéfices qu'il peut récolter, en œuvrant à sensibiliser la communauté humaine à l'importance que revêt ce type de dialogue entre des nations supposées occuper les devants de la scène mondiale, et des pays que ces mêmes nations jugent à la traîne de la marche civilisationnelle, non pas parce qu'ils sont réellement comme tels mais impuissants qu'ils sont à rejeter ces accusations. Au sein de la présente conjoncture civilisationnelle, le monde panarabe ressent beaucoup d'injustices historiques qu'exercent sur lui les grandes puissances économiques et politiques. Ainsi, ces intellectuels ont cherché les moyens pour convaincre autrui de l'intérêt que l'humanité peut récolter de l'ouverture directe entre toutes les cultures et les civilisations, quel que soit leur degré, leur potentiel de développement ou leur aptitude à s'acclimater aux conditions civilisationnelles extérieures. Pour ce faire, ils ont traduit les efforts que leur peuple déploie pour se civiliser, sous une image qui diffère de la logique qui a présidé à la majorité des études menées lors de la période coloniale sur les peuples occupés en vue de jauger leur niveau intellectuel, scientifique et civilisationnel. De même, les combats politiques nés dans des régions du Proche, Moyen et Extrême-Orient, bien que dissemblables, ont attiré notre attention sur la nécessité d'une compréhension plus large des données culturelles locales, données dont l'importance réside dans la formation d'une opinion publique hostile ou favorable aux intérêts vitaux de la civilisation contemporaine et à ses représentants. Ces tentatives ont donné leurs fruits d'une certaine manière, parce qu'on peut prétendre que la plupart des voix ont pu trouver un écho dans les décisions prises par la majorité des grands pays, après avoir assisté à la désappréciation des positions qu'ils ont prises à l'égard des autres peuples. Ce qui les a amenés à s'atteler à une ouverture sur les connaissances, les peuples et les civilisations dont ils se sont précédemment détournés, de même qu'ils ont créé un ensemble d'instituts et de fondations pour se pencher sur l'histoire des peuples,
sur leurs diverses langues et sur leur déséquilibre civilisationnel. Ils ont cherché en outre à faire connaître à leur peuple ces différents modèles de civilisation à partir de reportages journalistiques audiovisuels qui montrent les conditions de vie de divers peuples et nations, au point que ces reportages sont devenus un mode dont la plupart des citoyens de l'Occident, et même d'ailleurs, se servent pour se cultiver. Il est vrai que l'ambition économique n'est pas à exclure des finalités cachées derrière ce type d'ouverture médiatique de l'autre, parce que cette mutation qualitative en matière d'ouverture a déblayé le terrain aux regroupements économiques pour profiter des biens de beaucoup de petits pays, dont les différentes contrées du monde panarabe. Plusieurs facteurs expliquent clairement la relation organique entre l'intérêt des grands pays pour les cultures des peuples, le réflexe de documentation qui s'ensuit, et la nécessité de comprendre la façon dont ils raisonnent, estiment, analysent et se comportent pour pouvoir agir de la façon la plus adéquate et sauvegarder leurs intérêts économiques et politiques. L'extension du pouvoir des sociétés géantes vers ces pays, en y implantant des centres commerciaux et économiques. L'expansion des marchés de consommation type. L'exploitation flagrante de la conjoncture économique précaire de la majorité des peuples du tiers-monde, en vue de réaliser une production industrielle peu coûteuse. La domination évidente du marché des matières premières nécessaires au développement de l'industrie et à l'essor de la dynamique commerciale, avec des moyens juridiques des fois et des moyens détournés d'autres fois. Deuxièmement, la mise en œuvre des potentialités. Toute tentative de réforme nécessite sans doute de commencer par l'exploitation des compétences ou aptitudes déjà indiquées, de profiter ensuite des changements extérieurs auxquels les conditions de la réalité panarabe n'ont pas su s'adapter ni les appliquer de quelque façon que ce soit, et enfin de s'évertuer à mettre en œuvre les compétences dont jouit le monde panarabe, en veillant à dépasser les obstacles personnels qui risquent de freiner notre mouvement et d'aller de L', avant pour devenir apte à participer à tout dialogue civilisationnel équilibré. Comme on peut le remarquer, notre monde panarabe possède des ressources naturelles, économiques et humaines qui pourraient constituer, s'il parvient à les investir rationnellement et à les gérer à bon escient, un instrument de grande efficience permettant, une fois mis en œuvre, de dépasser un présent déliquescent et d'accéder à un avenir lumineux où l'on s'installera confortablement dans l'assemblée du dialogue des civilisations. Ainsi les bases de cette mise en œuvre deviennent-elles l'apanage des éléments de ces mêmes potentialités. À profiter de l'expérience historique. La première base à toute mise en œuvre du dialogue consiste à profiter au maximum de l'expérience historique du monde panarabe, puis à vouloir dépasser la réalité mondialisée et ce qu'elle suppose comme dépendance et hégémonie afin d'enraciner les bases du dialogue mondialisé. Il s'avère que le monde panarabe est le premier à s'être ouvert, matériellement ou moralement, sur diverses civilisations jouissant d'un fonds énorme d'expérience humaine dans plus d'un domaine, que ce soit au niveau des connaissances et des infrastructures de l'urbanisation, ou au niveau des horizons de développement civil, parce qu'il n'éprouvait aucun complexe d'infériorité en cherchant à traduire les livres de philosophie et de médecine grecque, les livres des apostrophes, astronomie perse, les expériences de la connaissance hindoue et chinoise, et toutes les connaissances humaines dont avait besoin son expérience civilisationnelle. La religion, fondement de sa civilisation, a exigé de tout individu qu'il adopte de lire, d'aller à la quête du savoir du berceau jusqu'à la tombe, de chercher la connaissance fût-ce dans les contrées les plus éloignées. Ainsi la connaissance, et son expansion, va être liée à l'étendue du temps et de l'espace. Certains chercheurs contemporains ont noté que la traduction ne doit pas être à l'origine d'un sentiment de passivité civilisationnelle, mais doit plutôt nous porter à prendre conscience qu'elle peut permettre de réaliser deux grands objectifs civilisationnels. Le premier, c'est qu'elle est le moyen idéal pour construire une identité ouverte. Le second, c'est qu'elle peut nous faire sortir de la vision hégémonique étroite de la mondialisation rapportée à un pôle unique, et nous faire accéder à un espace des apostrophes. Interculturalité, grâce à une ouverture inconditionnelle sur les différents domaines de la culture humaine. De même, le monde panarabe n'a manifesté aucune forme de sous-développement quand il a adopté des structures fondamentales dans les principes d'urbanisation, que ce soit au niveau de la planification ou au niveau de la cohabitation, et l'établissement des traditions qui déterminent l'évolution de la qualité de vie,
issue de sa réussite dans le domaine législatif, religieux et spirituel. C'est ainsi qu'il a forgé une nouvelle version civilisationnelle où s'entraident les civilisations et où s'accomplissent les expériences humaines. Nous sommes aujourd'hui invités à ressusciter cette expérience du moment que nous avons besoin de profiter de l'élément de force qu'est cette lumineuse histoire civilisationnelle, pleine d'expériences réussies, d'autant plus que nous savons que la Renaissance européenne a suivi la même voie, en profitant au départ de cet essor de l'expérience arabe. À l'époque actuelle, dont nous vivons les interactions, qui imposent nécessairement la compréhension de la conjoncture et le choix de la solution la plus convenable pour résoudre leurs problématiques, le dialogue des civilisations nous amènera inévitablement vers une étape dans le futur où nous serons, comme nous souhaitons l'être, des agents civilisationnels. B. Profiter de notre conjoncture économique et commerciale. La deuxième base de mise en œuvre de nos acquis en vue de renforcer notre position dialogique, c'est de profiter de notre conjoncture économique et industrielle. En fait, il s'agit de conjonctures diverses et multiples en fonction des différentes contrées qui forment le monde panarabe, étendu géographiquement de l'Extrême-Orient à l'Occident atlantique et du Nord asiatique au Sud africain. Son étendue économique connaît différentes formes d'économie allant de celles qui se basent sur les ressources naturelles et énergétiques à celles liées à la dynamique commerciale et aux produits intermédiaires. Certes, ces modes économiques ne constituent pas à eux seuls une puissance économique ou commerciale spécifique, mais s'ils sont gérés à l'aide de liens structurels qui établissent entre eux une certaine concordance, il se peut qu'ils deviennent une puissance économique et commerciale de grande importance. Nous savons que les affaires du progrès économique ne sont pas gouvernées par les intentions et les désirs subjectifs des individus et des pays seulement, mais nécessitent un soutien particulier lié aux relations distinguées avec les grandes puissances économiques régionales et internationales. Il est certain que les pôles économiques internationaux sont nombreux dans les espaces de leur hégémonie entre ceux qui possèdent le droit de suprématie en Asie, ou ceux qui s'étendent en Europe avec leurs partenaires en Afrique, ou ceux qui possèdent leur propre marché privé. Ces pôles ne permettent pas aux pays désireux de s'élever au sommet, de dépasser les limites qui leur sont assignées. Cependant, les moyens de promouvoir les économies locales et régionales à travers le développement personnel d'un côté, et à travers le développement régional limité qui ne représente pas une menace pour les grands pôles de l'autre, sont le moyen qui donnera au monde panarabe l'occasion de surmonter ces problèmes de développement. L'émergence des expériences d'union régionale dans les zones arabes constitue un bon augure pour un changement qualitatif vers le développement. Ainsi, l'Union des pays du Golfe, fondée aujourd'hui autour de son marché dans la péninsule arabique, et l'Union du Maghreb arabe, qui cherche à dépasser l'égocentrisme et l'idée de leadership qui domine la politique de certains de ces pôles, sont des projets à l'état embryonnaire dont certains ont vu le jour et réussi, alors que d'autres cherchent encore leur voie parsemée d'handicaps et d'épines politiques. Sans doute la vision mondialisée, présupposant la naissance d'un nouvel ordre mondial autour d'une vision nouvelle, où la géographie économique prend le dessus sur la géographie politique, et où l'importance de la force militaire diminue aux dépens de la force économique, sauf si la nécessité exige le contraire, a-t-elle poussé le monde actuel à se former autour de trois grands pôles économiques. Le pôle des États-Unis et ses alliés dans la zone de libre-échange, le pôle de l'Asie de L', est formé par le Japon et ses partenaires dans les marchés asiatiques, et le pôle européen qui comprend les pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, y compris l'Union russe ainsi que les pays du bassin méditerranéen. Il est tout à fait normal que cette vision n'accorde pas de place de marque au monde panarabe, mais le rend dépendant théoriquement soit du pôle européen, le plus proche, ou du groupement du pôle de l'Asie de l'Est, en raison des relations commerciales en cours entre les produits du marché asiatique et les marchés de consommation dans l'ensemble de l'Extrême-Orient, ou de l'hégémonie du pôle américain en raison de ce qui lie la majorité de ces pays à ce pôle. Relations et intérêts financiers, militaires et surtout économiques. Puisque la situation est telle qu'elle est, le rôle que doivent jouer les planifications prospectives de la politique géoéconomique et de la politique dans le monde panarabe consiste à œuvrer en premier lieu, à dépasser cette conjoncture qui le rend consommateur dépendant. Œuvrer en deuxième lieu, à libérer le monde panarabe de la sphère d'ombre et de la dépendance. Coordonner de manière massive, en troisième lieu,
les efforts pour créer le quatrième grand pôle économique avec ce qui distingue ces pays réunis de potentialités économiques prometteuses. Agir, en quatrième lieu, en fonction d'une coordination cohérente avec toutes les contrées et pôles en vue de faire réussir l'idée du quatrième pôle susceptible d'instaurer l'équilibre entre les trois grandes puissances. C'est profiter de l'importance des compétences humaines. La troisième base est l'exploitation des compétences humaines dont le monde panarabe est fécond, que ce soit celles qui se sont installées dans leur pays, ou celles qui ont été obligées d'immigrer vers les pays occidentaux pour travailler, sous la pression des conditions personnelles ou des conditions des domaines de pointe où ils sont spécialisés et qui n'ont guère de débouchés dans leur pays d'origine. Cette problématique est commune à presque tous les pays du tiers-monde, dont les cadres supérieurs, diplômés des instituts supérieurs étrangers, risquent de ne pas trouver de place pour leur domaine scientifique et pour leur spécialité de pointe dans la structure scientifique, technique ou économique. Ce qui les oblige à travailler à l'étranger, loin de leur pays, devenant par leur spécialité un modèle d'expertise internationale profitable aux pays qui en ont besoin, y compris leur pays d'origine. De même, nombreux sont les cerveaux scientifiques, diplômés des instituts nationaux locaux, qui n'ont pas trouvé d'horizon convenable pour travailler, et qui étaient obligés d'immigrer vers les régions où se trouvent les sociétés internationales, puis reviennent dans leur pays d'origine avec des considérations nouvelles d'expertise internationale sur le compte d'une société internationale qui présente aux pays qui en ont besoin ses services avec le prix de l'expert international. Le domaine important où on peut exploiter les compétences humaines spécialisées est celui du transfert des technologies apprises dans les pays industrialisés, et qu'elles ont connues d'une manière ou d'une autre dans leur pays, compétences considérées à la fois comme énergie et éléments de la technique, dans la mesure où ce sont elles qui se trouvent à l'origine de la présence de cette technique, de son amélioration et de son fonctionnement. Certains chercheurs ont distingué deux types de technologies. Une technologie matérialisée incarnée dans le capital humain avec ses différentes couches, dans les instruments, les machines, les équipements du capital et dans les marchandises de consommation à longue échéance, la voiture, la télévision et la radio par exemple, et une technologie non matérialisée incarnée dans la connaissance relative à l'utilisation, à l'entretien et à l'amélioration de la technologie, ainsi que dans la transformation des synthèses des recherches scientifiques dont l'application est profitable à l'activité humaine. Les premières étapes de cette mise en œuvre résidant dans les tentatives sérieuses d'appropriation de patrimoine humain, et dans les moyens qui permettent d'exploiter ses potentialités scientifiques et techniques. Nous avons déjà traité dans notre ouvrage précédent sur Al-Zawraba ou Al-Zawlama, le panarabisme et la mondialisation, certains de ces moyens. Nous ajoutons à ce qui précède une rectification au point de vue de certains chercheurs à propos du transfert des technologies, selon qui la technologie se transfère en général par des moyens connus liés à l'activité de l'importation, l'investissement extérieur direct, des contrats de licence ou des brevets d'invention et des marques commerciales, des services des sociétés de consultation ou des foires internationales. Ainsi, nous remarquons que tous les domaines du transfert des technologies ont besoin de l'élément humain qui possède l'expertise technologique. De ce fait, le rôle des pays arabes est d'exiger, dans les relations qu'ils lient avec les moyens précédents, de leurs partenaires que l'expertise humaine soit panarabe, afin de créer chez les jeunes immigrés le désir de servir leur pays d'un côté, et de créer une relation directe entre ces jeunes et les diverses questions nationales sur lesquelles ils vont se pencher au fur et à mesure du contact qu'ils auront avec leur société. Nous pensons que ce type de politique n'a pas demandé de la part des partenaires étrangers, d'efforts ou de gêne. De même, elle aura un résultat positif à moyen et à long terme pour les deux partenaires de la relation, surtout pour les pays arabes qui vont récupérer d'une manière ou d'une autre leurs compétences humaines et tenter de les convaincre de servir leur pays et de travailler pour l'essor de leur société. Chapitre 2. Hégémonie et autoritarisme civilisationnel de l'autre. L'observation des handicaps de la réalité arabe répond à la nature des étapes historiques par où elle est passée, tout comme elle a répondu au type d'expérience régionale qu'elle a vécue. Réfléchir à cela se justifie par notre insistance sur la conscience de soi et la quête d'exutoire. De là, le passé et le futur interviennent dans le présent panarabe,
et il convient d'en chercher les valeurs constructrices afin de dépasser toutes les crises qui le déterminent au niveau politique, économique, social et culturel. Si la réalité panarabe interpelle son passé, le considérant un des fondements essentiels pour sa vision civilisationnelle, les souffrances d'impuissance qu'endure le moi panarabe à récupérer la gloire du passé ou à rejoindre le cortège civilisationnel nouveau, au moment où il espère se délivrer des handicaps du développement et s'attache à ses ambitions civilisationnelles, ont contribué à enraciner des crises intellectuelles aux orientations et mouvements divergents. La plus importante de ces crises intellectuelles et la plus immédiate à notre approche est la position vis-à-vis de l'autre, en l'occurrence l'Occident, en tant que modèle de modernisation, et ce qu'il a exercé sur la réalité panarabe comme autoritarisme civilisationnel et hégémonie intellectuelle. Divergentes furent les prises de position le concernant, allant du refus affiché par le mouvement réformiste salafiste à l'adoption des idéologies occidentales prônées par les mouvements laïcisants. À notre sens, cette divergence a été fonction historiquement parlant, du degré de sympathie manifesté à l'égard de ces positions. L'étape d'ouverture au XVIIIe siècle, l'étape de la colonisation au XIXe et XXe siècle, l'étape de l'invasion culturelle au XXe siècle et l'étape de la mondialisation au XXIe siècle. Nous n'allons pas nous occuper dans ce propos de faire une étude historique de ces positions et de ces étapes, mais plutôt de l'étude de l'autre et d'analyser ces idées qu'il a veillé à exporter à la réalité panarabe, prétendant la mener à évoluer et à progresser. Ces idées ont été traduites, durant les 2 dernières étapes de l'histoire de la pensée panarabe, par une volonté de réformer, d'éclairer, de s'affranchir des affres du sous-développement, de fonder les bases de la contemporanéité en vue de moderniser les modes de vie et de pensée. Les principaux domaines, importés à la réalité panarabe et que l'autre a cherché à lui imposer et à lui en faire supporter le fait, se résument dans ce qui suit. Premièrement, éclairer. En Europe, la philosophie des Lumières se penchait sur tout ce qui, dans la société, était susceptible d'apporter développement et progrès. Cette philosophie s'appuie la raison, comme principe fondamental pour penser et agir. En tant que grand philosophe de l'Aufklärung en Allemagne, Emmanuel Kant dit « Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son propre entendement, sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. De l'attaque de Napoléon contre l'Égypte aux missions scientifiques en Europe, en passant par les voyages des Arabes du Mashrek et du Maghreb vers ce continent, l'aspect le plus patent des Lumières fut la raison. De plus, les Arabes n'ont pas manqué de prendre conscience du progrès réalisé par l'Occident dans tous les domaines. Dans le monde panarabe, ce mouvement a permis d'adopter 2 positions. Une position qui adopte les idées des Lumières dans le monde panarabe, considérée comme l'expression du sentiment de révolte, de révolution, du refus de la réalité en vigueur à l'époque et du désir de changer cette réalité et de la modifier. 2. Une position qui estime que les Lumières représentent pour le monde panarabe une sorte de questionnement sur la pensée et les valeurs qui sous-tendent la culture occidentale, lequel questionnement est accompagné du désir d'imiter et de s'inspirer de l'Occident. Ainsi, la culture des Lumières que l'Occident a diffusée devient ce sceau intellectuel, social et politique auquel aspirent les intellectuels arabes, à travers leurs prises de position divergentes, afin de passer de l'étape du sous-développement et de la stagnation à l'étape de l'évolution et du progrès. L'idée centrale que la culture des Lumières a imposée à l'esprit humain réside dans la conception totale et globale de tous les domaines. Mais il n'en demeure pas moins que son système intellectuel et ses dimensions ont permis un dialogue dans la religion, la politique et la science, les considérant comme des fondements actifs dans la volonté de réforme et la nécessité de l'adaptation avec une réalité nouvelle. Malgré la multiplicité des moyens par lesquels l'Occident affirme la culture des Lumières, comme l'exportation de sa civilisation, en imposant sa volonté colonialiste, envahissant avec sa culture et implantant ses valeurs,
le monde panarabe est conscient des écueils qui entravent la réalisation du développement de sa réalité, et peut percevoir les handicaps qui bloquent la liberté de sa pensée. De là, les moyens de se délivrer de l'enfermement sur soi, de s'affranchir de la dépendance ou de prendre de la civilisation occidentale juste ce qu'il faut pour illuminer le chemin à suivre, sont autant de positions voulues des penseurs des Lumières dans le monde panarabe pour être un appel à la nécessité d'enraciner les règles de la science dans le monde arabe et prendre une position scientifique rationnelle, précise et pure, pour traiter les affaires de la vie, de l'individu et de la société. Il est certain que l'Occident a permis au monde musulman des possibilités qui ont contribué à améliorer son niveau culturel à travers l'implantation de l'imprimerie, l'édition des journaux et la publication des livres. Améliorer son niveau économique en créant les sociétés économiques et les modèles d'exploitation des richesses. Améliorer son niveau politique à travers l'apparition des partis, des constitutions et des assemblées élues. Améliorer son niveau social en créant les institutions de protection et d'éducation. Améliorer son niveau architectural par la création de structures d'habitation qui répondent à la croissance démographique. À ces niveaux, le progrès dans la réalité panarabe n'était qu'une assise ayant dynamisé la société arabe et consolidé ses mécanismes dans la pensée et le travail. Cet apport ne la concerne pas seule, mais représente un secteur lucratif pour l'Occident qui y exporte ses techniques et ses institutions, ce qui a permis de créer des opportunités d'embauche et d'enraciner les moyens d'interaction civilisationnelle. De ce fait, l'insistance de l'Occident à apporter ses lumières au monde panarabe ne sert que ses propres intérêts, dont les différents objectifs se manifestent dans a. La création d'une lutte culturelle, politique et sociale au sein de la réalité panarabe, préludant à son occupation par l'Occident qui y imposera ses valeurs en tant que modèle du progrès. B. La création des positions antagonistes entre les conservateurs dans la religion et la politique, et les rénovateurs dans la laïcité et les principes de gouverner. C'est l'écart instauré entre la science, la politique et la religion, pour pouvoir dominer facilement. D. L'ouverture de la voie devant les campagnes de prosélytisme pour pratiquer leurs activités religieuses. E. L'acharnement à présenter le libéralisme comme une voie intellectuelle, sociale et politique apte à assurer à l'individu sa liberté et l'exercice de ses compétences, loin de l'oppression du pouvoir et du poids de la société. L'Occident a réalisé ses objectifs et a mis le monde panarabe dans une impasse civilisationnelle où se manifestent impuissance, injustice, stagnation, sous-développement, rumination intellectuelle et imitation de l'autre. Ce qui a créé un fossé profond entre la société et l'État, entre l'intellectuel, le pouvoir et entre les classes du peuple. Ainsi, le suivisme est devenu un comportement général, concrétisant les projets de l'Occident qui visent la division de la nation panarabe, dans l'exploitation de ses richesses et dans l'affaiblissement de sa situation sécuritaire. Ce qui a causé un trouble dans la pensée panarabe, où la divergence est devenue un phénomène inhérent aux individus, aux mouvements et aux pays. La crise a caractérisé les objectifs de la connaissance et de la pensée, au moment où la création s'est heurtée à des entraves qui ont mis la réalité panarabe dans une situation de dépendance et de débâcle civilisationnel. Pour cette raison, l'opération de développement dans la conjoncture actuelle n'a pas pu moderniser les bases de la vie sociale et politique. Elle n'a pas pu outrepasser la conscience traditionnelle en vigueur, parce qu'elle n'a pas été construite sur des bases cognitives réelles, mais plutôt sur la marginalisation de la conscience et l'imitation de l'Occident. Deuxièmement, la gauche. Par gauche, il faut comprendre le mouvement critique qui vise l'introduction des changements dialectiques dans les relations de la structure sociale pour en écarter les inconvénients du progrès et réaliser l'instauration des règles du cadre civilisationnel souhaité. Une autre acception définit la gauche comme la force qui soutient le changement social révolutionnaire total, en utilisant la machine de l'État pour revoir la fondation des relations de production matérielle et symbolique. Le discours socialiste-communiste a contribué à préciser les contours de la gauche arabe, en commençant par la réhabilitation du mouvement des ouvriers, l'annulation de la propriété privée, et jusqu'à la distribution des richesses entre ouvriers et paysans.
Toutes ces idées ont constitué une grande ambition pour dépasser les crises de la réalité panarabe et instaurer les changements politiques qui ont œuvré au changement de quelques régimes arabes, monarchies ou républiques, selon le modèle politique de l'Union soviétique. Ce dernier, veillant à imposer son hégémonie à ses alliés qui suivaient sa politique, préservait ainsi ses intérêts idéologiques et internationaux. De cette manière, le discours socialiste-communiste n'avait pas d'impact réel sur la réalité panarabe et n'a pas pu réaliser d'expansion, parce que la politique de son pôle vis-à-vis du monde panarabe est caractérisée par ce qui suit. À exporter les principes intellectuels sans participer au développement économique, ou de manière très faible. B. Ne pas tenir compte des changements sociaux et intellectuels qu'a connus la société panarabe. C'est orienter les partisans pour étendre son idéologie et intervenir militairement en cas de besoin. D'éveiller sur ses propres intérêts dans les occasions internationales concernant le soutien de la nation panarabe dans les questions de son indépendance. Cette période est considérée dans l'histoire panarabe moderne comme une période de grande circulation de la pensée de gauche, ayant connu l'expansion de ces idées idéologiques telles que les pionniers de la pensée socialiste les ont dessinées et exportées aux intellectuels des pays arabes. Ces derniers les avaient reçues comme étant des solutions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.